Hello Jedi, Hello, comment tu vas? ça va très bien et toi? Bah, écoute, je Descendu de reviens des l'avion? vacances. Ouais, je descendu de l'avion, j'ai une grosse migraine en plein vol et là, bon, ça va un peu mieux, mais là, je fais le podcast post-migraine. Donc, vous m'excuserez si je dérape voilà. De toute façon, je pense que l'audience est habituée à te voir déraper, mais c'est toujours des contrôlages, enfin des dérapages contrôlés avec toi. Ah, attends, Ah, t'as une je suis petite toujours coupure là. de... C'est juste, Ouais, ouais, attends, je vais passer sur la caméra HD. Hop, voilà, à l'ancienne. cool, c'est bon. Tu vois. Les aléas du live. Attends, d'ailleurs, c'est un Vas-y, truc dont je veux parler. vas-y. Euh, je suis un podcast qui s'appelle The All In Podcast. Je pense que tu écoutes aussi un peu. Pas J'adore. assez, mais Ouais, c'est fait par quatre VC, anciens founders qui ont été très successful dans la vallée. Jason Calacanis, qui a un podcast startup, je sais pas quoi, qui produit du contenu à tour de bras et qui en plus envoie très régulièrement, en fait, qui investit dans énormément de boîtes en tant Hum, qu'angel. hum, hum. Il fait ça avec Shamat. J'arrive pas, j'ai peur de C'est bon, mal je prononcer connais. son nom. Mais en gros, Shamat, c'est un type qui est très connu puisqu'il a été un des premiers employés chez Facebook avec énormément de stock options. Et ensuite, il a quitté Facebook pour lancer une boîte d'investissement qui s'appelle Social Capital. Il a fait plein d'autres trucs, hein, mais en gros, vraiment, c'est un énorme leveur de fonds. Et Euh, historiquement, il aurait détenu 5% de ouais, la supply totale du Bitcoin. exact. Donc, c'est des gens. Alors, il y a aussi David Friedberg. Je pense que c'est Lui, David, mais je suis pas lui, j'aime sûr. bien, lui, Ouais, alors David. lui, il est plus scientifique, hyper concret, hyper structuré, etc. Et donc, il apporte la touche scientifique. Et ensuite, il y a aussi un type qui s'appelle David Sachs, qui a été un des premiers employés chez PayPal. Je pense qu'il était CPO chez PayPal. Puis ensuite, il a fondé d'autres boîtes par derrière. Et c'est aussi un gros investisseur dans la vallée. Bref, ces quatre types-là se sont associés ensemble pour faire un podcast où ils parlent vraiment de tout, littéralement. Alors, c'est majoritairement des sujets de société, comme par exemple le Covid, les boîtes, c'est tech société. Et ils ont toujours des analyses qui sont, je pense, très intéressantes, qu'on n'entend pas beaucoup souvent ici en France. Donc, si vous parlez anglais, enfin, pour toute personne qui parle anglais, qui comprend l'anglais, c'est très intéressant à suivre. Et en plus, ils sont super sympas. Littéralement, je rigole avec eux pendant le podcast. Hmm. Ils se font des vannes perso. Et la raison, tu me disais, les aléas du direct, etc., c'est parce qu'il y a quelques semaines, ils se sont disputés entre eux. Alors, ils s'appellent les besties entre eux. Et ils se sont littéralement disputés sur Twitter. Enfin, il y en a deux qui se sont disputés entre eux. Et ça vraiment, ça tirait dans les pattes, etc. Et je me disais, mais what the fuck, des gens de cette stature-là, avec cette aura qui se disputent comme ça sur Twitter, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Est-ce que c'est une fake dispute pour un petit peu créer de l'engagement ou est-ce que c'est réel? C'était réellement la réalité, pour le coup. Et du coup, à la place de faire comme la plupart des gens, régler les problèmes par des dessous de table, entre guillemets, en tout cas en privé, derrière le rideau, et ben eux, ils ont réglé le problème en direct sur le podcast suivant. Et j'ai trouvé ça génial. Et ça me faisait réfléchir à un truc, et je pense que nous, on est exactement sur la même vague, on surfe exactement la même vague, c'est que si tu regardes un petit peu l'évolution des émissions, quelque part, à destination du grand public, tu peux voir que quand ça a commencé à sortir dans les années 60, 70, etc., c'était des émissions qui étaient très scriptées. Donc en Mhm. gros, les invités avaient les questions, il y avait un ordre chronologique dans les interviews, et tout était relativement sous contrôle. Et d'ailleurs, les émissions les plus intéressantes, celles qui sont toujours aujourd'hui sur YouTube et ça, c'est des émissions où en général, au cours de l'émission, il y a quelqu'un qui est sorti du script et qui a fait quelque chose d'imprévisible. Et du coup, ça a fait le buzz. Et du coup, nous, on regarde toujours ces émissions-là maintenant aujourd'hui en se disant, putain, Mhm. tu vois, Serge Gainsbourg, quand il dit à une meuf que c'est une grosse pute et qu'elle est dégueulasse, c'était pas prévu dans le script, forcément. En même temps, tu Ouais. t'adresses à Serge Gainsbourg. Bref. Et tu vois, donc, je trouve ça apparemment. Puis ensuite, dans un second temps, ce qui s'est passé, mais j'ai pas forcément analysé dans le détail, j'ai pas fait des études de sociologie de l'émission radio et télé, mais en tout cas, je remarque que comme en fait ces boîtes de production ont remarqué que quand ça partait en live, ça créait beaucoup plus d'engagement et les gens en parlaient beaucoup plus, et ben ils ont décidé de faire des émissions
comme si elle n'était pas scriptée, mais en fait, c'est du script, du non scripté. Je ne sais pas si Mhm, tu me mhm. comprends. En gros, c'était Ouais. faire genre, on est live, on est ensemble, on est entre nous, etc. Euh, Parlons comme entre des amis, sauf que derrière, ils essaient toujours de garder la main basse sur, OK, quels sont les sujets qu'on va aborder, comment est-ce qu'on va les Mhm. aborder, etc., avec un time frame, etc., bien efficace. Et puis, la troisième génération, c'est la nôtre, quelque part, c'est les gens, en fait, qui n'ont pas de script et qui parlent réellement. Là, je ne sais pas quelle est la phrase d'après que je vais dire. Jedi ne sait pas comment il va réagir du coup à ce que je vais lui dire, vu qu'il ne sait pas ce que je vais lui dire, et vice-versa tout au long du podcast. Mhm. Et donc, je pense que c'est la nouvelle tendance, avec toutes ces dérives forcément qui vont avec. Forcément, les gens sont probablement moins préparés, ou bien alors ils peuvent dire des conneries beaucoup plus régulièrement, puisque on n'a pas le temps forcément de réfléchir à tous les sujets dans le détail. Mhm. Probablement qu'il y a des choses qu'on dit qu'on ne pense pas, ou bien probablement des choses qu'on pense qu'on ne dit pas surtout. Mhm. Mais je trouve ça très intéressant. Et je me réjouis de voir quelle sera la prochaine vague, à quoi elle ressemblera, si on va peut-être retourner vers du plus scripté, j'en sais rien, tu vois. Mhm. Mhm. Mais donc, je voulais parler de ça. Parce qu'en Et, effet, là, moi, du coup, je pense ouais. que et moi par exemple, tu vois, pendant toute mon adolescence et toujours maintenant, moins maintenant, mais quand même, j'étais bercé par Twitch et par le streaming. Mhm. Et le streaming, c'est ça, hein, c'est du live, c'est du direct. Et en fait, pendant 2 heures, tu peux te faire chier parce que le mec est pas du tout entertainant. Non, il est juste en train de jouer à un bête jeu, tu regardes juste le jeu, et à un moment donné, il se réveille, il y a un pote qui débarque, et en fait, pendant Mhm. 3 heures, ça discute de sujets super intéressants. Et cette franchise, ou bien le mec se lève, il va se faire un café, il revient, et en fait, tu as l'impression que tu es avec lui et tu connais un peu sa vie et aussi sa spontanéité, et tu adores ça, quoi. Et donc, moi, j'ai été bercé par ça, et du coup, j'adore ce format-là, et c'est pour ça aussi que j'en fais avec toi ici. C'est pas du live, mais c'est presque. C'est du live rediffusé. On est que deux au Ouais. début. Pas de montage derrière. Donc, Rien ouais. du tout. T'allais dire un truc après? Oui, mais juste pour terminer cette parenthèse-là, c'est c'est incroyable à quel point, en fait, l'éducation très scolaire et scolarisante et donc structurante qu'on a pu recevoir, nous, à l'école, qui est complètement différente du coup de celle des États-Unis. Bon, en général, c'est un parallèle qu'on aime bien faire puisque ça met en relief que nous, en France ou en Belgique, on est des gens très structurés, puisque quand on passe devant le tableau, c'est le moment où on risque notre vie littéralement, tandis que les Américains sont appelés à passer devant le tableau littéralement tous les jours. Et je pense que là, ce qu'on est en train d'apprendre à faire, nous, quelque part, c'est à passer devant le tableau sans avoir une goutte de sueur. Et je me réjouis de voir si pour les prochains events qu'on va organiser, si pour les prochains talks qu'on pourrait donner, on Mhm. sera tout aussi détente. Je Mhm. pense que ce ne sera pas encore pareil, mais je pense que ça nous prépare pas mal. L'air de rien, je pense qu'on est en train Clairement. c'est un soft skill qui sera super intéressant, qui aura énormément de valeur dans le futur. Euh, Seconde parenthèse que je vais ouvrir vite fait, c'est Jeff Bezos qui a fait son vol Ouais. de 11 minutes et des au sein de sa fusée Blue Origin. Je pense que c'était New Shepard, le nom de la fusée par rapport à l'astronaute. Je pense que c'est Alan Shepard qui était le premier à aller dans l'espace et qui, je pense, a été aussi un des premiers à marcher sur la Lune, à vérifier. Enfin, un des premiers, en tout cas, à faire le tour de la Lune. Donc, super intéressant. Une fois de plus, toujours les mêmes dérives sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, la dernière fois, je t'ai dit, ouais, voilà, les gens n'aiment pas l'argent, donc les gens n'aiment pas les gens qui ont de l'argent, donc les gens n'aiment pas les gens qui font des projets avec leur argent. Et là, je voulais sortir un autre tweet que j'ai vu passer où le gars disait, ouais, enfin, je pense que c'est Paul Graham qui dit, euh, c'est qui les gens qui ont vraiment un problème contre les billionnaires, enfin les milliardaires qui autofinancent, donc qui financent eux-mêmes leur propre exploration spatiale et qui en plus s'exposent eux-mêmes au risque vu que c'est eux qui font les premiers vols habités. Je veux dire, concrètement, c'est super intéressant. Et puis, il y a des gens qui ont dit que la conférence post-vol spatial était un peu nulle et que, tu vois, parce que Jeff Bezos a dit dans sa conférence, merci aux employés d'Amazon et merci aux gens qui achètent sur Amazon, c'est vous qui avez payé ça. Ça a fait un peu grincer les dents. Tu vois, mais pourtant, c'est la réalité concrètement. C'est la réalité, Peut-être que ouais. ça se dit pas. Mais il a dit, et il l'a redit encore une fois, que son objectif, c'était de créer, en gros, l'autoroute de l'espace puisque selon lui, on va pouvoir exporter dans les prochaines années toutes les industries les plus polluantes en dehors de la Terre et pouvoir faire des industries tout autour de la Terre qui consomment, en gros, qui pourront polluer autant qu'elles veulent, puisque
ça polluera pas dans pas sur Terre. Donc c'est ultra intéressant de voir ça comme ça. Et lui, le parallèle qu'il fait à chaque fois, c'est il dit, moi, grosso modo, j'aurais jamais pu créer Amazon et devenir multimilliardaire s'il n'y avait pas eu une infrastructure postale aux États-Unis préexistante. Tout comme Ok. l'exploration du Midwest américain ou de l'Ouest américain, ça a été fait aussi à la fin, à coup de rames, enfin pas de rames, de trams qu'on mettait avec, je sais plus comment on appelle ça, putain, merde, les Les rails? rails, etc. Tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. je trouvais ça super intéressant. Et donc voilà. Dernier truc dont je veux te parler, c'est de ce livre-là, Blaise Sandrard, qui écrit un livre sur l'or, qui en gros raconte l'histoire du général Sutter. Le général Sutter, c'est le mec qui a découvert grosso modo la Californie. C'est un Suisse qui a émigré en dehors de l'Europe, qui a fait quelques années sur la côte est américaine, et puis ensuite qui est allé s'exporter, qui était parmi les premiers colons à aller aussi loin. C'est lui qui était propriétaire de San Francisco, des terres de Ok. San Francisco à la base, etc. Et donc, c'est l'histoire de comment la découverte de l'or a détruit la vie de cet homme-là. Puisqu'il est arrivé, il a construit des fermes, il a construit des Attends, scieries, il il y a a quelqu'un construit... qui m'en a pas. Je sais pas si c'est pas toi qui m'en a parlé, mais il y a un tweet, il y a quelqu'un qui en parlait dans un podcast. Non? Genre Non, c'est peut-être récemment? moi qui t'en ai parlé, parce que je l'ai lu il y a Ah, quelques c'est peut-être semaines. toi. Ok, c'est peut-être Euh, toi. Ouais, ouais. Ok. et du coup, je trouvais ça super intéressant. Parce que tu vois, donc, il a créé toute l'infrastructure sur place. Il a amené des Kanaks, donc des mecs qui venaient d'Hawaï pour les faire bosser. Il travaillait avec les Indiens. Il avait réussi à créer vraiment une entente globale entre les tribus indiennes locales et les nouveaux colons qui sont arrivés. Et puis un jour, il y a un de ses employés qui, dans le roman, découvre une pépite d'or dans une rivière, le dit au général Sutter, l'info fuite, et du jour au lendemain, il y a des dizaines de milliers de colons qui arrivent à San Francisco et dans les environs, qui ne respectent absolument pas les titres de propriété, qui remettent en cause en fait toute l'infrastructure que le général Sutter avait mis en place. Euh, et, euh, et en fait, tu vois à quel point ce casino, cette fièvre de l'or, détruit toutes les infrastructures qui sont vitales et nécessaires pour les gens pour survivre sur place. Et c'est les allers-retours entre ces deux mondes qui sont super bien expliqués dans le livre. C'est un Et du petit coup, livre. Vas-y, pardon. Et ce que je Vas-y, voulais vas-y. dire, c'est parallèle avec la crypto à 200%. C'est incroyable à quel point la crypto, et la défi en particulier, qui est quelque part un peu une fièvre de l'or, hein. Concrètement, c'est parce que les gens savent qu'ils vont pouvoir s'enrichir relativement vite et il y a quand même un sous-fond philosophique assez puissant, libertarien, tu vois, via la décentralisation. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point, en fait, quand une nouvelle industrie naît et qu'elle est très, très, très attractive parce qu'en croissante, etc., en croissance, eh ben, ça draine tous les talents en dehors et et certaines personnes deviennent fous. Là, grosso modo, tous ses employés le quittent. C'est la révolution. Et puis ensuite, quand il va essayer de faire valoir ses droits de propriété auprès de la justice lui donne raison. Du coup, la population se révolte contre lui. Il y a ses fils qui sont pendus et il finit pauvre à New York. Putain, le spoil total du livre, bon, c'est Ouais, fini. ouais. Non, mais non, Et quoi, non, mais c'est une vraie histoire histoire vraie. ou genre Histoire vraie. c'est basé sur une histoire vraie Basé sur mais... l'histoire vraie. Ok, ok. D'ailleurs, tu as été à plusieurs conférences crypto là, non, à Paris ces derniers jours? Parce que moi, Ouais, j'étais j'en pas ai là, mais pas. est-ce que tu en Du as coup, fait quelques-unes ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. ouais, j'en ai fait quelques-unes. Notamment, et celle qui m'a le plus marqué, c'était celle sur les protocoles, les stablecoins, De Angle. de Angle, avec Julien Bouteloup de StakeDAO et de Rect. Et un autre gars, je ne me rappelle plus le nom de sa boîte, c'est une grosse boîte, Ok. Celo.org. Et il parlait des stablecoins, et c'est à ce moment-là que j'ai eu une révélation, littéralement. En fait, il y a quelques années, j'avais un pote qui est dans la crypto à 200% qui m'avait proposé de faire un stablecoin euro. Enfin, en tout cas, qui bossait là-dessus, etc. Et le type était déter à 200%, mais juste il était un peu trop tôt. Peut-être qu'il ne s'adressait pas à la bonne audience, vu qu'il s'adressait à moi et que moi, j'étais vraiment en mode business tradi, business tech tradi, on va dire comme ça. Et je ne voyais pas l'intérêt, en fait, de faire un protocole euro, si ce n'est une fois que tu as créé le protocole, OK, quid, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce que j'ai compris à cette conférence, et qui est vraiment un truc qui me reste en tête, c'est à quel point créer un protocole de stablecoin est en fait une concurrence indirecte qui est amenée et qui est destinée à devenir directe avec le monopole d'émission de monnaie de l'État.
Mhm, Alors mhm, pourquoi? Aujourd'hui, vous avez 1 euro en banque, etc. Vous savez qu'il est relativement garanti, vous savez qu'il est relativement stable. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système politique, une organisation politique, il y a une puissance armée, il y a une économie sur laquelle cet euro est basé, puisque cet euro est utilisé partout dans l'économie. Un stablecoin aujourd'hui, la plupart du temps, il est basé quasiment à 100%. Ça dépend lesquels. Tu as le DAI qui est un stablecoin algorithmique qui n'est pas basé que sur des coins USD, comme l'USD, etc. La plupart du temps, en gros, sont basés sur de la fiat monnaie. Donc, en gros, c'est la monnaie d'État. Et ce qu'un type a dit à cette conférence, je pense que c'est le gars de Cello, il a dit un truc très fort. Il a dit, on peut imaginer qu'un jour, les stablecoins pourront venir concurrencer la fiat monnaie, même s'ils ne sont plus basés sur la fiat monnaie du tout. Parce que imagine, demain, tu as un hangar, je sais pas, c'est peut-être un mauvais parallèle, mais imagine demain, tu as un hangar avec 1000 chaises dedans, et tu dis, OK, ça, c'est mon backup, enfin pas mon backup, mais ma réserve pour mon stablecoin que je vais émettre, qui représente une chaise est égale à un stablecoin, tu vois. Et ben en fait, quelque part, il n'y a plus de tout de monnaie là-dedans. Et si les gens ils trouvent un intérêt et qu'ils trouvent que ça a de la valeur d'avoir des chaises en backup, ah bah, why not, tu vois? Il n'y a plus besoin de mhm, monnaie à ce moment-là. Et donc, c'était vraiment un truc tout à fait. Enfin, je l'avais saisi, tu vois, mais je ne l'avais pas saisi aussi profondément qu'à partir de ce moment-là, le mhm, moment où j'ai compris qu'à terme, un stablecoin pourra être complètement décorrélé de la fiat monnaie et mhm. pourra euh, avoir autant de valeur que la fiat monnaie et être considéré comme aussi stable que de la fiat monnaie. Mhm. Et la stabilité de la fiat monnaie est, comme on l'a vu au cours Et des récents d'ailleurs, si mois, je me tout à trompe pas, fait. Angle, ils veulent backer pas que par de l'USDT, donc des stables qui répliquent du fiat, mais aussi par de l'Ethereum. Et donc, c'est Ouais, intéressant de voir ces stablecoins qui essayent de se backer par des cryptos qui elles-mêmes ne sont pas stables, quoi. exact. C'est très Mais drôle. c'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'on a dit qu'il est algorithmique, c'est ça? Mm, C'est parce qu'en mm, gros, il y a des trades en permanence, etc., pour garder le protocole à son peg. Mais super intéressant, vraiment super intéressant. Le mec de Angle, bah, tu le connais mieux que moi. Pablo. Il a l'air super intelligent, il est super sympa. Mm, Et mm, tout à fait plein d'humilité en tout cas. Donc je voyais bien, il était là en train de lever la main de temps en temps. Il essaie mm. pas d'interrompre les gens. Enfin, tu vois, c'était vraiment sympa à voir. Et sinon, à part ça, pas d'autres conférences. Enfin, si j'ai assisté à d'autres conférences, j'ai rencontré beaucoup de gens enfin quelques personnes sur le côté. C'était pas mal. On en fera un débrief en privé. Je pense que ça t'intéressera. Cool, cool, cool. Est-ce que tu veux que j'introduise un sujet? Vas-y, Donc moi, pendant mes vacances, là, je traînais quand même beaucoup sur Twitter. Je sans suis beaucoup blague. amusé sur Twitter. C'est étonnamment très actif sur Twitter. Et du coup, j'ai commencé à lire pas mal de content de Nat. Je vais encore oublier le nom Eliasson. oui, oui, mais de sa newsletter. Je crois que c'est le troisième podcast où j'oublie le nom de sa newsletter. Mais c'est pas grave. Et en gros, je lisais, on en a déjà parlé plusieurs fois, je lisais plusieurs de ses tweets, plusieurs de ses contenus. Et à un moment donné, je vois qu'il commence à se fighter. Donc, il y a une fight en live sur Twitter avec Sam et Sean de My First Million, donc qui est un podcast qu'on écoute, qu'on a déjà recommandé sur ce podcast, et qui sont deux entrepreneurs, investisseurs de la vallée, qui, enfin non, pas spécialement, même, ils viennent tous les deux d'Austin, donc non, et qui ont tous les deux investi dans une boîte avec d'autres mecs assez connus dans le monde de la tech, des podcasteurs, des entrepreneurs, des employés de grosses boîtes, etc. Mais qui ont beaucoup de followers sur Twitter. Ils ont tous investi en tant qu'angel dans une boîte en particulier. Et en fait, cette boîte a utilisé ces investisseurs en tant qu'angel pour faire un effet de levier au niveau de l'influence, parce qu'en fait, le public de ces angels-là est en fait le client type du produit. La boîte en question, elle s'appelle On Health. Je ne sais pas si tu l'as vu passer ce truc. Tu l'as Ouais, vu passer? ouais, ça Ok, m'intéresse. t'as vu la bagarre et tout ou pas du tout? J'ai pas vu la bagarre, mais j'ai vu passer la boîte Ok, qui s'en ont parlé dans leur podcast. ok, donc On Health. On Health, c'est quoi? C'est une boîte qui vient d'être rebrandée. À la base, ça s'appelait Get Peak Today. Plusieurs raisons pourquoi la rebrander. Des officiels, des officieuses, Nat dit qu'ils ont rebrandé pour une raison, Shan, etc. ont dit qu'ils ont rebrandé pour une autre raison, soit. En fait, elle fait quoi cette boîte? Elle fait du TRT. C'est l'acronyme pour Treat Low Testosterone. Et en gros, ça fait quoi? C'est un package mensuel
avec des seringues à l'intérieur que t'injectes et en gros, ça te permet de booster tes testostérone. Les symptômes d'un problème, de testostérone dans le corps chez un homme, c'est quoi? C'est moins de libido, c'est moins d'énergie, c'est possiblement de la dépression, des troubles de l'humeur, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Et du coup, une raison de ces symptômes-là peut être du testostérone assez bas chez l'homme et une façon artificielle de résoudre ce problème-là, c'est de s'injecter, un traitement, comme celui que, Hon vend. Eux, ils ont rendu ça un peu sexy. D'ailleurs, Ariel a tweeté récemment, qui est un de nos éditeurs et amis, a tweeté récemment, à l'époque, les direct to consumer à la mode, c'était je ne sais plus quoi exactement. Et maintenant, les direct to consumer à la mode, c'est les trucs un peu scientifiques, médicaux. Mm. Et c'est pas faux. On en a parlé plein. On a parlé direct to consumer dans la pilule contraceptive, dans plein d'autres choses, dans du Viagra. Et là, pour le coup, on est sur du traitement contre la testostérone basse. Et en gros, qu'est-ce qui se passe dans le processus de cette boîte-là? Donc, qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend un kit. Donc là, le premier processus, c'est pas le kit, c'est tu payes 45 dollars et tu reçois chez toi un kit de prélèvement sanguin. Donc, tu pinces ton doigt avec une petite seringue, ça met du sang, tu le renvoies. Là, tu parles à un médecin. Le médecin te fait un check-up en fonction du résultat qu'il y a dans ton sang. Et là, il va te prescrire un traitement nécessaire. Plus, tu vas rejoindre une communauté de gens qui ont des problèmes liés avec leur testostérone. Le prix est assez haut et variable. Pour rejoindre la communauté, donc c'est un prix fixe, c'est 120 dollars par mois. Donc 120 dollars par mois, tu es embordé dans un circle où tu as des milliers de personnes, de mecs qui ont des problèmes de testostérone. Et ça parle de tout. Ça parle de sport, de bouffe, ça parle de tout, tu vois. Ça parle de sexe, ça parle vraiment de tout. Et il n'y a que des mecs. La deuxième chose, c'est que du coup, tu payes un traitement mensuel. Et là, en fonction du résultat sanguin, tu vas recevoir un conseil de traitement différent. Personnalisé. Ouais. Et tous les 90 jours, tu reçois du coup un check-up où tu refais un test sanguin. Il faut une vérification sur comment ça se passe, un monitoring. Et là, ils te disent peut-être qu'il faudrait modifier le traitement, peut-être qu'il ne faudrait pas. En fait, c'est un produit, je ne suis pas médecin, encore une fois, disclosure, j'y connais rien. Apparemment, c'est un produit addictif. Parce que quand tu as un homme, que tu as des problèmes de libido, tu as moins d'énergie, tu es en dépression, machin truc, et que tu prends des picousses de testostérone et que tu as un boost et que momentanément tout va bien, c'est un peu comme de la drogue, quoi. Alors, je ne sais pas si médicalement on peut considérer ça comme une drogue, je ne pense pas, mais j'en sais rien. Et donc, si on a des médecins dans l'audience, ils nous le diront. Cette boîte cartonne pas mal. J'ai pas les chiffres du CA. Si tu as écouté le podcast que je n'ai pas écouté, je savais même pas qu'ils en avaient parlé sur le podcast. Peut-être qu'ils ont balancé des chiffres. Je me En, rappelle en pas. tout cas, cette boîte a une croissance de port, vient de faire une levée récemment. Et en fait, le public cible de cette boîte-là, c'est l'audience de Shan, de Sam et de plein d'autres tweetos, influenceurs qui ont dans l'audience des mecs dans la tech, pas dans la tech, en tout cas entrepreneurs, qui ont des vies plus ou moins intenses, qui prennent pas forcément toujours soin d'eux-mêmes ou qui essaient, mais du coup qui ont envie qui ont envie de step up, qui ont envie du coup de prendre soin d'eux-mêmes et de régler leurs problèmes dans leur tête, physiquement, dans leur vie, etc. etc. Et du coup, Shan et Sam ont fait un tweet en mode voilà, on fait la promotion de la boîte, on a investi dedans, c'était incroyable, on a tous les deux pris le traitement, incroyable, incroyable, incroyable. Et la façon dont ils communiquent, en fait, cette boîte-là, donc Hon, et de la façon dont il permet ces investisseurs de communiquer, c'est vraiment très t'es dans ta vingtaine, tu as des problèmes de libido, prends de la testostérone, tu vois. C'est vraiment très pub aguicheuse américaine, alors qu'apparemment, c'est un produit qui peut causer beaucoup de mal et qui ne doit pas être pris dans des conditions, comme si tu prenais de la vitamine C. Genre, tu ne peux pas prendre ça tous les matins si on n'est pas sûr que tu as vraiment un problème. Et d'ailleurs, il y a un principe en médecine. Alors, je sais que toi, tu as des potes médecins, moi pas, mais je sais pas, c'est quoi, c'est le principe c'est pas le principe de précaution, je sais pas trop. C'est le principe qui dit que si un traitement fait plus de mal que le problème à la base, tu dois pas le prescrire. Hmm. Ça paraît C'est un logique, truc comme ouais, ça. mais Ouais.
mais c'est un Je principe vois. chez les médecins. Et du coup, Nat a commencé à retweeter ces mecs-là en disant: «Non, mais les mecs, vous dites de la merde, c'est très dangereux ce que vous faites, parce que vous êtes en train de brander le truc en mode, si tu as quelques problèmes dans ta vingtaine, trentaine, vas-y, prends ça, ça va aller mieux». Alors qu'en fait, c'est un problème qui peut être extrêmement addictif, qui peut faire plus de mal que de bien et qui doit être ultra bien encadré. Et alors, il commence à argumenter un peu en disant, en fait, la plupart des problèmes qu'un homme a entre sa vingtaine et sa trentaine, qui sont liés à sa libido, à ses problèmes d'humeur, à sa prise de poids, à sa perte d'énergie, à ses troubles d'humeur, en général, ils sont simplement liés du coup, ça peut être par un dysfonctionnement hormonal, mais ce dysfonctionnement hormonal peut être résolu par un changement de comportement au quotidien. Type, faire plus de sport, parce qu'en général, c'est aussi causé par un excès de gras. Ça peut être causé par trop peu de vitamine D, donc essayer de trouver des aliments qui boostent la Mmh. vitamine D, trop peu de zinc et plein d'autres choses qu'au quotidien, en fait, peuvent être améliorées par ta nutrition, par ton sport et ton attitude quotidienne. Et donc, il dit, au lieu de pousser les gens à prendre ça comme si c'était un fast-food, éduquer les gens sur comment résoudre le problème en amont comment le résoudre de base. Et ce produit-là ne devrait être réservé que si les gens ont vraiment un vrai problème et qui doivent du coup se faire traiter par un médecin. Et du coup, ça a enchaîné avec plusieurs tweets-réponses, 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 où Nat a essayé d'afficher un peu ça, mais ça, Shan, en disant, et le CEO de cette boîte de Own, en disant, bon, bah, les gars, est-ce que vous êtes prêts publiquement à répondre à mes questions? Et donc, en fait, il y a eu des super threads hyper intéressants que je mettrai qu'on mettra en description, où vraiment ça rentre dans les détails techniques et c'est assez intéressant. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui était assez vrai et du coup, qui peut être le piège pour ces boîtes direct-to-consumer qui tendent vers la santé et des produits qui peuvent être régulés, etc. S'ils disent, en fait, ces boîtes-là, elles rendent tellement facile l'accès à ces produits-là que évidemment qu'à la base, quand tu es la boîte et que tu as ta croissance de base, ta traction de base, tu te concentres sur les gens qui ont vraiment le problème. Mais en fait, plus ta croissance va vite et plus ça devient parabolique, plus dans le tas, tu vas forcément avoir des clients, des utilisateurs qui en fait de base n'auraient pas vraiment besoin de ton produit, mais ils le prennent juste parce que ça les aide momentanément. Et en fait, c'est pas censé être ton client de base et Mmh. il n'est pas censé utiliser ton produit, c'est juste une rapidité pour lui, du coup il le fait. Et par exemple, le mec illustre ça avec un problème qu'il y a eu en Californie apparemment, euh, euh, avec la prescription de weed. Donc en Californie, apparemment, un médecin peut prescrire de la weed médicale. Et en fait, c'était tellement simple de se faire prescrire ça. Et la barrière à l'entrée, quand tu vas voir un médecin pour le convaincre, était tellement simple qu'il y a eu à un moment donné une explosion de weed médicale prescrite en Californie à une population qui n'en avait pas besoin. Et du coup, il dit, ben, quand tu simplifies le process, l'onboarding, le fait, tu appuies sur 3 clics, tu reçois le kit chez toi, tu t'extrais ton sang, tu l'envoies, et après tu as un petit traitement et c'est bon, tu as tes hormones comme si tu commandais un truc sur Amazon. Ça devient compliqué de vraiment screener ton user et de dire, OK, est-ce que c'est vraiment le bon ou pas, tu vois. Et du coup, ça peut te causer des problèmes légaux, etc., etc. Mais je trouvais le trade assez intéressant, je te l'enverrai. J'ai réussi aussi à accéder à la version gratuite de la communauté, donc au circle gratuit. Intéressant à regarder. Que des hommes, que des problèmes d'hommes, enfin, c'est intéressant, quoi. Ça parle de nutrition, de sport, de dépression pour des trucs que les hommes vivent. Tu vois, ces types de dépression que tu pourrais pas trouver peut-être chez la gente féminine, que tu vas plutôt trouver chez les hommes. Relations hommes-femmes. Il y a plein de trucs sur la relation homme-femme. Super intéressant. Euh, Appris des ah, trucs? non, non, j'ai regardé en diagonale, tu vois, j'ai lu quelques threads, mais je trouve ça. Je me dis, putain, je vois exactement ce type de. Et je crois que j'en ai parlé dans un des épisodes, un Les des 2 premiers premiers? épisodes, Ouais. sur les communautés pour hommes. Parce que souvent, on se dit, communauté, en général, c'est fait pour les minorités, c'est pour soutenir les minorités. Et du coup, dans l'imaginaire collectif, ce fameux mot qu'on n'aime pas trop, on a très souvent
l'homme blanc n'est pas une minorité. Et donc, il faut pas, enfin, c'est pas qu'il faut pas qu'il prenne soin de lui, mais il a assez d'avantages que pour qu'on crée quelque chose pour qu'en fait, il soit encore mieux. Mmh. Tu vois ce que tu vois ce que t'entends. Et du coup, là, bah non, en fait, il y a des gens qui le font. Alors, pour le coup, c'est pas une question de couleur, mais c'est simplement une question de. C'est que pour les hommes, c'est fait pour les hommes. Oui, une Et, sous-catégorie de, enfin, pas une sous-catégorie d'hommes. Dans la catégorie des hommes, il y a des sous-catégories. Et dans cette catégorie-là, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Et dans ces gens qui ont des vrais problèmes, il y a une partie qui peuvent peut-être être soignés par un traitement en testostérone. Et en fait, établir un endroit pour discuter pour ces gens-là, en fait, ça a énormément de valeur. Même ouais. si en théorie, bah, comme tu l'as dit, s'il s'adresse aux gens qui écoutent le podcast de Shan et Sam, à mon avis, c'est plutôt des entrepreneurs Mm. qui n'ont pas. Je pense pas Enfin, que c'est que leurs clients, mais en tout cas, oui, ils mais ils ne savent que posent dans pas. cette Ouais. audience-là, il y a ce public-là, tu vois. Il y a ce public-là. Intéressant. Et du coup, juste, j'ai lu tout ce truc-là, j'ai suivi ce truc. J'ai pas écouté le podcast de Sham Hassan, du coup, sur le sujet, j'irai voir. Mais c'était assez intéressant, surtout le point de vue de Nat, qui est venu frontalement un peu se fighter et de dire non, mais les gars, vous faites des conneries. Moi, apparemment, lui, il a traité le sujet pendant longtemps, il y a plusieurs années, et du coup, il en revenait à sortir qu'en fait, les hommes qui ont des problèmes de testostérone et qui doivent résoudre ce problème-là par un traitement médical sont en fait sont une faible partie en minorité chez les hommes qui ont des problèmes de testostérone et qu'en fait la majorité des problèmes peuvent être résolus par un changement de comportement de nutrition et de nutrition. C'est intéressant. Est-ce que toi, je sais bien qu'ils ne sont pas dispo en Europe. S'ils étaient dispo en Europe, tu te ferais tester pour voir si ton niveau. Enfin, en fait, tu peux aller te faire demain tester pour savoir si ton Bah, c'est niveau de ça, parce que du coup, j'ai testostérone. tweeté et j'ai dit, bon, bah, il est où ce own en Europe? Et il y a quelqu'un qui a répondu en disant qu'apparemment, en fait, pour 30 balles, tu peux aller faire un test. Ça coûte 30 euros, tu es chez le médecin, il te prescrit ça, 30 balles, et tu vas te faire ton test complet et tu sais si tu as des problèmes de testostérone ou pas. Hmm. Bon, why not? À tester. Mais apparemment, genre, bah, après, c'est le processus traditionnel chez le médecin, machin truc, tu vois, mais genre, c'est Ouais, pas très ouais. cher. C'est pas une box, Et, etc. et apparemment, c'est très conseillé. J'ai jamais pensé à le faire, tu vois. Et bon, enfin, si, non, c'est pas vrai. Euh, à un moment donné, j'ai eu des problèmes de stress et je sais pas si tu te souviens, j'avais fait appel à une boîte qui était chez The Family pour voir si mon stress était un stress ressenti ou un vrai stress physique. Et du coup, j'avais dû pas faire de prise de sang, mais j'avais dû envoyer de l'urine et de la salive. Et on m'avait fait des tests et c'était plutôt lié au cortisol. Et dans le relevé du test, il y avait aussi les hormones et la testostérone et d'autres paramètres. Il y avait une quarantaine de paramètres. Et je sais qu'à ce moment-là, j'avais des troubles à ce niveau-là. Et du coup, j'ai dû les régler par quoi? Par une diminution de consommation de sucre le matin, parce qu'apparemment, mon évolution de cortisol de la journée qui est censée faire ça, pour ceux qui ne voient pas, c'est une espèce de cloche, de cloche à l'envers, enfin, non, non, de cloche. Cloche normale. Et en fait, moi, il faisait pas ça, c'est-à-dire mon cortisol démarrait très tard dans la journée. Et du coup, ce que je devais faire, c'était limiter les consommations de sucre le matin jusqu'à 13 h. Du coup, le jeûne était aussi conseillé. Alors, si je pouvais ne pas du tout prendre de sucre le matin, c'était encore mieux, mais le jeûne était conseillé. Il ne fallait pas que je fasse de sport le matin. Il fallait plutôt que je fasse du sport l'après-midi, fin de journée. Et il y avait plein de conseils comme ça qui m'étaient donnés, des conseils de nutrition aussi, sport, nutrition, puis me relaxer de différentes façons. Et effectivement, et après aussi, on m'a aussi donné des compléments alimentaires qui ont très bien marché. J'ai fait le traitement et honnêtement, ça a très très bien marché. Et récemment, j'ai vu revenir les troubles que j'avais à l'époque et j'hésite à refaire un test et à reprendre un traitement comme celui que j'avais suivi, qui avait vraiment vraiment bien marché. En quelques semaines, j'avais vu vraiment le truc changer. Euh, Gros boost d'énergie le matin, plus de pic d'énergie. En fait, le truc, c'est par exemple, je me levais le matin, j'étais crevé. Alors que je viens de dormir 8 heures, tu vois, et je dors très bien, je dors comme un bébé, j'ai pas de trouble du sommeil, tu vois.
Et je me levais le matin, j'étais défoncé, j'étais crevé. Et il y avait plein d'autres troubles comme ça. Après manger, j'étais aussi crevé. J'avais du mal à faire du sport. Je sentais une faiblesse physique. Je n'étais pas toujours de très bonne humeur. Troubles de Ah bon, libido. Enfin, il y avait plein de choses, tu vois. Et là, bah, tout est rentré dans l'ordre, quoi. ok. Donc ouais. Donc c'était juste pour parler de ça. C'est juste pour parler de tout ça et de mon expérience personnelle. C'est bien. J'ai Je voulu pense que c'est ce partager que ça, l'audience veut entendre. que j'aurais besoin d'entendre. Mais du coup, tes problèmes ont été réglés relativement vite. En général, ça prend 2-3 mois quand même d'être réglé, Je sais le temps pas. que ton Alors, corps se rééquilibre. écoute, Tu te souviens, c'était il y a longtemps. moi j'ai fait ça en 2-3 semaines. Ça a commencé à aller petit à petit, enfin mieux petit à petit. Et le traitement, c'était un traitement de 2 ou 3 mois, je pense. Et donc tous les 3 mois, je devais essayer d'avoir alors, au quotidien une vie meilleure, mais ça c'était pour toujours, mais commencer assez vite. Et par contre, le traitement des compléments alimentaires, ça Mais c'était genre, ça, enfin, d'une manière générale, le screening régulier de ton état de santé, j'ai l'impression que c'est un vrai sujet et que en fait, tu tombes facilement dans deux catégories. Dans la catégorie des gens qui en ont rien à foutre et qui calculent pas et qui ont la plupart du temps d'ailleurs une vie complètement déjantée où ils brûlent la chandelle par enfin la bougie par les deux bouts. Ou bien alors tu tombes sur les gens comme moi qui au moins 2-3 fois par an vont faire une prise de sang où on check tous les paramètres parce que je suis en stress permanent de savoir, OK, j'ai peut-être un truc, tu vois. Euh, Il n'y a pas encore l'expérience chill en mode, Et- ah, tu passes au coin de la rue, tu le fais, et puis c'est fini, tu alors, vois. il n'y a pas Ça demande ça. beaucoup de volonté, Par en contre, fait. il y a le fameux, comment il s'appelle, cette boîte aux US qui cartonne de ouf. Et maintenant, ici, on en a en Europe. On a même, je pense, un auditeur qui écoutait Mehdi Yacoubi, quelques-uns là, de. Ouais, ouais, c'est ça, qui fait aussi. c'est Levels. C'est Live, ouais, Levels aux États-Unis, voilà. Donc maintenant, tu as des solutions IoT, on va dire, où tu mets le patch qui à la base était destiné à des personnes qui avaient des problèmes de Diabète. glucose, Ouais. diabète, etc., etc. Et maintenant, en fait, n'importe qui peut faire ça. Donc c'est un patch, tu le mets avec une toute petite aiguille ultra fine, tu sens rien, il n'y a même pas une goutte de sang qui sort de là. Tu mets le patch dure plusieurs semaines, et en fait, tu as ton app, et en fait, tu prends ton app, tu scannes ton patch, RFID, là, je sais pas quoi, et tu sais c'est quoi ton niveau de glucose en temps réel, quoi. Et ça, il y a Levels aux US qui cartonne là-dessus. Pareil, ils ont été sur la niche sportif entrepreneur. Gros cartons US, ils ont levé avec des très beaux VC, des très beaux angels, très bons coups de com. Là, ils ont une expansion aux US qui est assez monstrueuse apparemment. Et du coup, tu en as en Europe qui se lancent là-dessus, dont celui que tu as mentionné. J'ai oublié le nom maintenant du produit, de la boîte. Je crois que maintenant, elle a changé le nom. Mais il y en a plusieurs. Moi, j'en ai vu 5-6 déjà en Europe qui essaient de se lancer sur ce créneau-là. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que tu as de plus en plus de produits qui permettent d'avoir un monitoring en temps réel, type ça, Hmm. quoi. C'est du glucose, je sais pas quoi. Enfin, ça porte un nom, en fait, le fait de se mettre un patch, ça porte un nom, j'ai oublié. Euh, La boîte de Mehdi, c'est Vital. voilà, C'est Vital. joinvital. Je sais pas quoi. Join Vital. Ouais. Euh, j'ai l'impression que j'ai une connexion un peu instable. Tu me dis si tu m'envoies un message sur WhatsApp si jamais tu Non, m'entends non, plus non, parler. j'ai une très bonne connexion, tout va bien. T'as eu 2-3 frises de vidéo, mais l'audio va très bien. Mais sinon, en général, tout va bien. Ok, parfait. Ok, good. T'as autre chose à me faire découvrir ou j'enchaîne? Non, c'était pas mal là. Et d'ailleurs, Vital, alors Vital, juste, je vais faire la promotion de Vital, même si je n'étais pas prévu. Mais en gros, Vital, c'est la boîte d'un gars qu'on connaît qui en fait fait un semblant de Levels, mais à l'européenne. Ce qui est intéressant, c'est que je lui ai partagé récemment une autre boîte qui fait la même chose. Donc, c'est les fameux patchs qui checkent votre glucose et d'autres paramètres, mais ils commencent par le glucose. Je lui ai partagé une autre boîte en Europe qui fait la même chose, enfin qui se lance sur le même créneau, qui s'appelle ultrahuman.com. Tu peux aller regarder. Donc ultra, U-L-T-R-A, human, Human.com. Et, et elle te permet. En fait, le truc, c'est qu'ils font pas tous la même chose. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'ils font tous des patchs avec une app. Vous vous dites, bon, bah, c'est un patch avec une app. Mais en fait, ils prennent tous des angles de monitoring et des angles marketing totalement différents.
C'est-à-dire qu'il y en a un qui va te dire focus glucose, focus pour optimiser ta nutrition, pour augmenter ton énergie et améliorer ta santé. Et l'autre, par exemple, Ultra Human, ça va être focus bouffe. Donc en fait, on va faire en sorte que tu aies la meilleure diète possible, le meilleur régime possible. Donc il y en a un qui va te dire, moi, ça va être plutôt pour savoir ton taux de glucose et améliorer ta santé et ton énergie. Et l'autre, il va plutôt directement se dire, moi, dans mon marketing, je vais focus sur la bouffe. Donc en fait, tout dans l'app et dans la façon dont je vais communiquer avec toi à travers le produit va être orienté bouffe, 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 tu vois. Et donc on va te donner des conseils de bouffe, on va peut-être même te pousser des recettes, etc., etc., etc. Alors que l'autre, il va faire autre chose, tu vois. Au final, ils font tous la même chose, c'est juste que c'est des angles de conseil et des angles marketing qui sont différents. Mais donc voilà, juste pour faire la promotion de Vital et Ultra Human, si vous voulez aller voir. Vous pouvez demander des early access à toutes ces boîtes-là. Il y en a bien une qui voudrait dire ah oui à un moment donné, qui vous enverra un patch et son app, et vous pourrez tester. Vas-y, si t'as un sujet, vas-y, tu peux y aller. Ouais, du coup, moi j'avais envie de te parler de te reparler de Sketchfab, puisque ça vient d'être annoncé, ils ont été rachetés par Epic Games. Donc c'est le jeu qui est l'éditeur de jeux de Fortnite. Donc Sketchfab, j'en ai parlé dans un épisode parce que je voulais inviter le fondateur. On avait un peu échangé sur Twitter, mais je suppose qu'il était en process à l'époque et du coup c'était compliqué. Et là, je vois pas trop comment il pourrait revenir sur le podcast. Enfin, why not, hein, tu vois, genre post-vente. Mais donc je vais quand même en reparler un peu aujourd'hui parce que je trouve que c'est une super belle boîte française qui a été fondée par trois mecs, Alban de Noël, Cédric Pinson et Pierre-Antoine Passet. Voilà, j'ai dit leur nom comme ça. Ça a été fondé en 2012. Ils sont plus ou moins 50, je pense. Hein. Sur LinkedIn, ils sont un peu plus. Dans un des posts que j'ai vu récemment passer, c'était 37. Du coup, je dis ils sont 50. Euh, comment ça a commencé cette boîte Sketchfab? En fait, c'est des mecs enfin, c'est les trois mecs qui se sont rendus compte que les créateurs d'images 3D, d'assets en 3D, en fait, à chaque fois qu'ils voulaient partager leur travail avec leurs clients, ils étaient obligés de faire un screenshot pour ne pas envoyer le fichier source directement. Ils se sont dit, Ouais. OK, c'est pas possible, ça, c'est relou. On va leur créer une galerie dans laquelle ils peuvent poster leur truc 3D et le partager facilement avec un lien unique. Et donc, ça a commencé comme ça, puis ensuite, la galerie s'est transformée en marketplace, etc. Alors aujourd'hui, ils ont été rachetés par Epic Games, et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir pourquoi Epic Games les a rachetés et ce qui est intéressant là-dedans. Et on va parler un peu de métaverse. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux. Déjà, il faut savoir que depuis le rachat par Epic Games, les fees du store ont descendu de 30% à 12%. Donc, ils ont descendu, enfin, ils ont enlevé 18% de commission, ce qui est génial, tout le monde est content. Je suis allé voir un peu sur Hacker News et je vois en fait que dans la stratégie de rachat, qui est assez agressive d'ailleurs de Epic Games ces derniers mois, blablabla, au cours des 12 derniers mois, ils ont racheté une douzaine de boîtes qui sont toutes plus ou moins dans la même mouvance. D'ailleurs, en plus d'avoir racheté Sketchfab, ils ont racheté un truc, je suppose que tu connais, ça s'appelle ArtStation. C'est la même chose que Sketchfab, mais plus en mode artiste, portfolio et plus en mode 2D aussi. En mode DA, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très, 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 très. D'ailleurs, c'est un site super si vous voulez avoir des idées sur le futur. Vous allez sur ArtStation, vous allez avoir plein d'idées. Je trouve que c'est magnifique. Chaque fois que je vais sur ce site web, je me dis que j'ai raté ma vie et que j'aurais mieux fait d'être dessinateur sur ArtStation, puisqu'à la fin de la journée, ils font des trucs qui ont quand même de la gueule, tandis que pas moi. Voilà. En tout cas, pas de façon aussi obvious. Du coup, ils ont racheté Sketchfab. Et la question, c'est est-ce que c'est un pas de plus vers ce qu'on appelle la métaverse? Euh, et, euh, et je trouve ça intéressant. J'ai lu plusieurs articles, j'ai vu des trucs sur Google, sur Twitter, etc. passer. Et en fait, dans la librairie de Sketchfab, il y a 4 millions d'assets. Ils ont 5 millions Ouais. d'utilisateurs, je pense, mensuels, et ils ont 4 millions d'assets dans leur librairie, ce qui en gros représente une ressource folle Ouais. pour toute personne qui veut être actif dans la 3D. Et c'est pour ça, à mon avis, que Epic Games vient dedans. Et en fait, j'ai lu un article qui expliquait, je le linkerai aussi dans la description, qui expliquait qu'en fait, Sketchfab, c'est le headless CMS pour la 3D.
Alors, je ne sais pas si les gens ont suivi un petit peu ce que c'était un headless CMS. En gros, l'idée de headless CMS, c'est qu'il faut séparer le back-end du front-end et que quelque part, une seule librairie unique pourrait alimenter plusieurs choses à la fois. C'est pour ça que c'est ultra à la mode. C'est pour ça que la plupart des startups aujourd'hui passent par un headless CMS pour héberger leur site web, pour héberger leurs apps, etc. Puisque dans ce headless CMS, eh ben, ils peuvent mettre, par exemple, des photos de leur couvert. Si c'est un e-commerce qui vend des couverts, par exemple, ils peuvent mettre toutes les photos de tous les couverts qu'ils ont en disponibilité. Et puis ensuite, juste faire des call API sur le front pour ensuite aller chercher les bonnes infos, etc., que ça s'adapte bien, etc. Donc, il n'y a plus en fait de OK, d'accord, maintenant qu'on fait, par exemple, un front pour nos clients, eh ben on recrée le back qui va avec, on doit à chaque fois réappeler, recréer des dossiers avec les mêmes assets, etc., les réappeler, etc. Donc là, vraiment, c'est un truc qui rend ça ultra facile. D'ailleurs, la Mhm. plupart du temps, c'est tellement facile que tu peux faire du drag and drop, etc. Donc, c'est pas mal. Et en gros, headless CMS de la 3D. Et, euh, et donc, le pari que fait Epic Games, en fait, c'est de dire que c'est un super bon moyen dans le futur pour les créateurs de contenu 3D de distribuer facilement leurs œuvres. Et que Epic Games, en fait, serait quelque part sera l'enabler de ce mouvement-là. Donc, on va avoir à mon avis, encore une nouvelle vague de créateurs de contenu en 3D qui vont émerger. Ces créateurs de contenu vont pouvoir très facilement, en passant par Sketchfab ou ce que sera Sketchfab dans 10 ans s'ils sont renommés, etc., pouvoir distribuer leur contenu soit sur des jeux, dans des films, dans des vidéos YouTube, je sais pas moi, dans des game engines. J'ai noté d'autres trucs dans la VR, dans l'AR, sur le web, etc. Donc vraiment, c'est un écosystème pour les créateurs de contenu 3D qui va en fait s'installer et être scalé de façon, à mon avis, assez considérable grâce aux moyens de Epic Games. Quelque part, en fait, pour Epic Games, en fait, c'est comme s'ils avaient racheté une boîte qui, à partir d'un screenplay, donc imagine, tu écris demain un screenplay pour la télé, tu racontes une histoire, et ben à partir de ce screenplay-là, tu peux créer une vidéo YouTube, tu peux créer un show Netflix, tu peux créer un film, tu peux créer plein de choses en fait. Et donc, c'est vraiment cet asset-là qu'ils ont acheté. Et je trouve ça super, super intéressant. J'ai vu dans l'article qui parlait d'un livre que j'ai pas encore eu le temps de lire, qui s'appelle The Snow Trash. Je sais pas quoi, je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est en gros un écrivain de science-fiction qui a prévu la métaverse. Je pense que c'est là-dessus que se base Ready Player One d'ailleurs, Ouais, je crois qu'il y le a un film. mec qui a tweeté là-dessus, j'ai vu hier, en mode ce bouquin-là a prévu, a, a prédit le métaverse. Ouais, je vois, je vois. Et ça rejoint aussi tout ce que j'avais dit dans la vidéo précédente où je me dis, mais en fait, Sketchfab, ils ont un asset de malade et si en plus tu les mets, tu brandes ça en mode NFT, ça peut être un truc de ouf. J'ai vu une personne cette semaine qui m'a rappelé, qui est un auditeur, qui m'a rappelé, il m'a dit, ouais, d'ailleurs, j'avais trop aimé, j'étais totalement d'accord avec toi quand tu disais que, en gros, Sketchfab avait tous les moyens à sa disposition pour se placer aussi sur le marché des NFT. Et je trouve que c'est vrai, vu qu'ils ont les créateurs de contenu, ils ont déjà la plateforme de distribution, ils pourraient très bien facilement créer un petit tool de mint et aspirer énormément, énormément d'argent comme ça. Alors, ce serait sans doute un des focus pour eux, mais intéressant de voir. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Comment toi tu voyais la méta. Est-ce que tu as est-ce que tu as des espèces d'indices comme quoi la métaverse est en train d'arriver? Non, Euh, alors, moi, j'ai. c'est un buzzword, on est d'accord, mais Non, au-delà de non, non, ça. non, 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 non. Alors, en fait, ça dépend. Tu définis quoi par métaverse? Le transfert quasiment total de toutes nos activités IRL Ok, online euh, et avec une identité online qui est prédominante par rapport à l'identité offline. ok. Donc là-dessus, c'est sûr. Genre, ça va arriver. Le truc, c'est qu'il faut vraiment. En fait, je le compare exactement au développement d'un jeu vidéo. Et je ne suis pas développeur de jeux vidéo. J'ai connu quelques développeurs de jeux vidéo. J'ai joué à beaucoup de jeux vidéo. La majorité des jeux vidéo auxquels j'ai joué, j'ai pas aimé. J'ai joué à plein de flops quand on parle de jeux vidéo en ligne, par exemple. Tu vois, j'ai joué à plein de flops.
et les flops étaient désastreux, faisaient mal à tout le monde, aux joueurs et aux créateurs du jeu. Parce qu'en fait, créer un jeu vidéo, et donc en fait, c'est pas un jeu vidéo, créer un monde dans lequel on va pouvoir interagir, donc se sentir comme chez soi, pouvoir interagir avec les autres et vouloir y rester, donc avoir de la rétention, c'est ultra dur. Je crois que c'est un des trucs dans le domaine de la création et de l'art, parce que c'est de l'art et de la science, le fait de créer un monde à part, c'est ultra, ultra, ultra dur parce que ça mélange plein de principes de la psychologie humaine et plein d'autres principes. Tu sais, il y a le consumer social qui est déjà extrêmement dur comme monde si jamais tu veux lancer un produit là-dedans. Et ben ça, le métaverse, pour moi, c'est genre, c'est l'ultime version dure de qu'est-ce que créer quelque chose en fait. Parce que en fait, tu crées un monde. Et ce monde, il doit être sticky, quoi. Les gens doivent vouloir y rester et doivent s'y plaire et doivent ramener des gens dedans, quoi. Et donc, en fait, c'est tellement complexe que oui, j'y crois, mais je ne sais pas qui va y arriver. Je ne sais pas c'est quoi la bonne porte d'entrée. Je ne sais pas, genre, je ne peux pas dire demain, OK, vas-y, je lance un monde. Non, faut commencer par une feature, enfin, par une version, faire rentrer les gens par cette version et puis tout doucement ouvrir les portes. Et je ne sais pas c'est quoi la meilleure version, je ne sais pas c'est quoi la meilleure feature. Je sais qu'il y a des gens qui essayent. Je sais, j'ai des potes qui adoreraient faire ça. J'ai des potes qui ont envie de se dédier leur vie à essayer de créer un métaverse. Euh, mais je sais pas. Je sais pas qui va y arriver, sous quelle forme. Je pense qu'on va avoir plein de métaverses différents, c'est comme dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que quand tu es un fan de MMORPG, tu joues à plein de MMORPG différents. Des fois, tu retrouves des potes dans un autre MMO où tu vois, genre tu joues à WoW et à Guild Wars, bah, des fois tu les trouves sur Guild Wars et des fois tu bouges au WoW, tu les retrouves sur WoW et vous jouez au même jeu, à un jeu différent, mais dans un monde différent avec les mêmes principes, mais avec les mêmes potes et des fois tu as d'autres potes autre part. Donc je pense qu'en fait, on va avoir plein de mondes parallèles et on va sauter de monde parallèle en monde parallèle et chacun des mondes parallèles aura un angle d'approche différent. Euh, je, je doute qu'il y ait genre un métaverse leader où en fait tout le monde sera dessus. Mais voilà, pour moi, c'est une comparaison pure et dure avec le monde du jeu vidéo et plus spécifiquement du MMORPG, quoi. Il y a peu de monde qui fait du MMORPG, c'est ultra complexe de faire du MMORPG. Euh, Même quand tu es leader dans le MMORPG, c'est dur de retain les gens avec le temps. On voit très bien avec Blizzard ce que fait Blizzard avec World of Warcraft. C'est ultra dur après autant d'années de retain les gens. Ils n'y arrivent pas. Les gens partent, ça leak. Comment tu fais du coup pour faire la même chose dans un métaverse, tu vois? Je sais pas. Mais oui, non, mais je kiffe le sujet et je crois au sujet. Je sais qu'il y en aura plusieurs. C'est juste que là, j'ai toujours pas vu quelque chose de probant et j'ai pas vu d'équipe bosser sur des trucs probants. D'ailleurs, si vous avez des noms, des choses que vous avez vu passer, n'hésitez pas, quoi. Dans la crypto, il y a pas mal de gens qui se lancent là-dessus, mais tu penses pas que quelque part, comme tu dis, si tu compares ça à un développement de jeux vidéo, ou même à des niveaux de métaverse, quelque part, le jeu vidéo, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est quand tu fais comme Epic, que tu rachètes Sketchfab et que tu unlock en fait la créativité potentiellement sur tes jeux. Tu crées l'infrastructure en fait pour que après-demain, n'importe qui, avec une clé SDK, puisse créer un truc en 3D et le mettre directement sur le jeu. Ou, euh, ou en tout cas créer une économie par rapport Ouais, à ce je crois jeu que ou au c'est développement de Unreal ce jeu. Engine qui a essayé de faire ça et qui fait ça très bien. Je crois que c'est Unreal Engine. Les professionnels des jeux vidéo et du motion design, etc., diront en commentaire. Mais je crois qu'Unreal Engine, en fait, a un outil qui est tellement simple d'utilisation qu'aujourd'hui, n'importe qui peut commencer à s'y mettre et créer des assets et les vendre sur des Hmm. marketplaces, tu vois. Et apparemment, il y a une vraie économie sur ces marketplaces-là. Il y a des gens qui vivent très bien de la vente Ah, d'ailleurs, c'est un truc qu'on pourrait creuser d'ailleurs pour le Ouais, podcast. je pense, ouais, il faudrait. Et il y a des très beaux articles et même des très super vidéos à ce sujet-là que j'avais lu à l'époque, mais que j'ai oublié depuis. Mais clairement. Donc, si, je crois que c'est très malin. Enfin, je ne sais pas si c'est la version 2. C'est extrêmement malin. Maintenant, il faut l'exécuter, il faut le mettre. Faut le faire, quoi. Genre. Hmm. C'est Ouais. pas, c'est autre chose. Mais honnêtement, je suis hyper excité des années qui vont venir parce que c'est sûr qu'on va,
qu'on aura des vies dans des métaverses, j'en suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que moi, j'avais ma vie sur mes jeux vidéo et j'étais très bien avec ça. Genre, tu vois, les gens disaient, ouais, c'est bizarre, tu passes trop de temps sur des MMO, machin. Mais moi, j'avais une vie parallèle sur ces jeux-là et j'ai passé des très bons moments, hein. Tu vois, mon adolescence, c'était nickel. Genre, je voyais peu de monde en dehors des jeux vidéo, mais c'était le bonheur sur les jeux vidéo. Alors après, j'exagérais peut-être, ça me faisait monter, je faisais pas assez d'activités sportives, activités physiques, etc. Donc ça a plein d'inconvénients. Mais sinon, ma vie sociale, des choses que j'ai appris du quotidien, des choses que j'ai appris avec des relations humaines avec les gens, des inconnus, la cohésion, genre, c'est sur les jeux vidéo que j'ai appris, tu vois. Et, Ouais, pareil. La guilde. et- ouais, Tu ouais, vois, ouais, genre, c'est ça. former une guilde. D'abord, t'es un péno, donc un pegno, du coup, tu veux former ta propre guilde, tu penses que ça va venir tout seul, et en fait, tu te rends compte que si tu mets pas une barrière à l'entrée, il y a que des pecnos comme toi qui la rejoignent. Et puis Tu ensuite, te tu te rends rends compte que compte le qu'il faut. leadership, c'est très important, tu te Ouais. rends compte de plein de choses. Et d'ailleurs, on en a parlé mille fois tous les deux, et ça va peut-être faire répète pour nous deux, mais si un jour je dois engager quelqu'un d'opérationnel pour manager des équipes, je pense que si j'ai deux CV qui arrivent en face de moi et que j'ai un type qui a fait la plus belle école du monde versus un type qui a géré une guilde sur WoW et qui a remporté des tournois et qui a réussi à faire des donjons et à les terminer et à faire enfin tu vois, à faire Ouais, succéder sa guilde, enfin succéder, la rendre successful, mec, mais sans hésiter, je prends le gars qui a fait les donjons. Ça ouais, dépend sur quelle industrie tu es, patati, patata. Bien sûr, si tu ouais. fais euh, enfin, de Je la sais ce que tu veux dire, construction, tu mais vas en faire fait, ça. Mais quoique, quoique. ouais. Et il y a, comment dire, je parle avec un mec la semaine prochaine qui est un des leaders dans le community creation and growth en crypto. Et ce mec-là a créé et gère les communautés les plus soudées et les plus fortes en crypto. Et ce mec-là, en fait, était un ancien joueur pro PvE sur World of Warcraft. Il gérait, je crois, une guilde qui était dans le top 3 mondial pendant plusieurs années. Et la plupart de ses premiers recrues étaient des anciens officiers, etc., et de mecs qui jouaient avec lui à l'époque, quoi. Donc, et c'est pour dire, tu vois. Et non, mais C'était quoi clairement, clairement. encore la guilde la plus connue sur World of Warcraft? Il a commencé encore? Je sais pas, il y en a plusieurs. Il y a une méthode quand même pendant très longtemps. Je crois que toujours maintenant, il y a méthode, tu vois. Méthode, c'est quand même les plus, c'est les plus balèzes. C'est les plus balèzes en France. C'était The Fallen. Putain, les gars, on en revient à parler de guildes dans World of Warcraft de repérer des noms. Non, mais je crois que méthode elle reste quand même les plus balèzes en termes de PvE. Je pense, je suis pas un pro. Enfin, je regarde des fois leur stream, mais genre, je sais pas Son exactement quel numéro est le 6 sur classement. 10 en tout cas. Ouais, ok. C'est J'avais qui les une autre. premiers? Complexity. Complexity, ok. En PvE? Je sais pas, c'est pas. Ok, C'est ok, pas... ok, ok, ok. Ok, c'est possible, c'est possible. Ok, ok, ok. D'ailleurs, j'aimerais Euh, bien qu'on interviewe sur le podcast quelqu'un qui est en gros le chef d'une guilde comme ça pour savoir ouais. s'il arrive à en vivre. Alors, alors moi, je sais d'expérience enfin, d'expérience d'info, qu'il y a des guildes, type, par exemple, Méthode, qui en vivent. Ils ont des salaires. En fait, ils ont des sponsors qui les payent parce qu'en fait, c'est du sport, en fait. Par exemple, Méthode est dans une compétition et chaque année, ils ont des objectifs, ils se battent contre d'autres personnes. C'est du PvE, hein, mais genre en mode, en fait, ils font des rosters et après, dès qu'il y a la sortie d'une nouvelle instance, bah, c'est au premier qui la termine et voilà quoi, il y a un leaderboard et donc il y a du e-sport, il y a des salaires, les gens sont payés, tout le monde n'est pas payé, mais je sais que certains membres de la guilde, dont les gens qui sont full-time dessus, qui organisent tout, sont payés, sont plutôt bien payés. Je sais qu'il y a enfin, les gens dans le top, 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 top sont payés, quoi. Et sont payés, sont bien payés, quoi. Ils sont payés comme des joueurs pros dans un sport, quoi. Ok, Enfin, après, ça dépend intéressant. du sport, parce qu'il y a des joueurs pros dans des sports qui sont très mal payés, mais on se comprend, quoi. Euh,
C'est pas des joueurs de foot, quoi, Bien mais bon, sûr. ils Ok. sont payés, quoi. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, tu pourras nous parler de Vitalik, c'est ça, l'e-sport Vitali ou Vitalik, je sais plus. C'est Vitali, ouais, qui a fait oui, des NFT j'ai et qui les a vu. vendus. J'ai vu, mais j'ai pas vu. C'est Vitality, je pense que dont tu parles, non? Vitality, ouais, ouais, ouais. Voilà. J'ai vu, j'ai pas, mais j'ai vu passer, mais j'ai pas creusé. J'ai été étonné que Vitality fasse du NFT. Enfin non, pas étonné. C'est normal. Enfin, à un moment donné, ça va arriver, mais je sais pas sous quel format, qu'est-ce que c'est exactement qu'ils ont fait comme drop. Donc j'ai pas creusé le truc. T'as des infos? Non, j'ai juste vu sur. D'ailleurs, preuve que c'est pas forcément. Enfin, preuve que c'est bizarre, c'est que j'ai vu cette info-là sur LinkedIn. Ok. Elle n'est pas venue via Twitter, Mais moi etc. Donc aussi, c'est vraiment par des c'est ça. canaux parallèles. Si je l'ai fait. Enfin, pas Apparemment, ils ont habituels. lancé un token carrément, hein. Ah ouais? Ah ouais, apparemment, ouais, ouais, ils ont carrément lancé un token. Bon, à suivre. On regardera et on en parlera plus profondément et plus en Ok, détail dans les nice. prochains T'as un épisodes. autre sujet dont tu veux parler? Non, j'ai pas d'autres sujets. C'est déjà pas mal. Je crois que ça fait 1 heure, non? 50 minutes, 1 heure. Ouais, J'ai pas parfait. d'autres Bon, bah du sujets. coup, on reprend les podcasts as usual à partir de cette semaine. Ouais, normalement, à Euh, partir de cette semaine, Quoique, on enfin, voit moi, une je date. t'expliquerai. Je Ok, pars en vadrouille quelques jours là. Mais allez, on se dira quoi. Ok. ok, Bon, bah je te écoute, laisse. un grand plaisir et Ciao, ciao, mec. on se voit. Ciao.